Oui, Oustaz, vous pouvez commencer, oui. D'accord. D'accord. D'accord, donc aujourd'hui, je vais essayer de présenter le réseau de neurones récurrents. Tout d'abord, ce qui motive donc le besoin au réseau de neurones récurrents, c'est le fait que, bien sûr, dans les réseaux classiques, nous avons une couche d'entrée, nous avons des couches cachées et puis une sortie, et c'est dans un seul sens. Et donc, ça présente un certain nombre de limites, en particulier la taille fixe de la couche d'entrée. On sait que dans le langage, par exemple, lorsqu'on écrit, lorsqu'on parle, on peut utiliser des phrases avec des longueurs différentes, donc des mots, donc des séquences de mots de taille différente. Donc, dans les réseaux traditionnels, nous avons une taille fixe donc de neurones pour chaque couche. Et puis, nous avons aussi, donc que ce soit pour l'entrée ou la sortie, et même pour les couches cachées, mais surtout pour l'entrée et la sortie. Nous avons aussi une taille, une architecture fixe, donc elle ne varie pas selon le contexte, selon la phrase donc, utilisée ou traitée. Ils ne tiennent pas compte de l'ordre donc des données. Dans une phrase en général, le sens peut être différent selon l'ordre des mots. Et ils ne sont pas adaptés aux séries temporelles, justement parce que le temps ici n'est pas pris en compte. On ne tient pas compte justement de l'ordre des données, ni ils n'ont pas de mémoire, en gros. Donc, les réseaux de neurones récurrents, les RNN, Recurrent Neural Network, ou Networks, est un type de réseau de neurones artificiels principalement utilisé dans la reconnaissance automatique de la parole, dans l'écriture manuscrite et dans le traitement automatique du langage naturel, en particulier dans la traduction automatique. Les RNN sont conçus de manière à reconnaître les caractéristiques séquentielles pour prédire le scénario suivant le plus probable. Mais bien sûr, ici, les RNN sont souvent utilisés aussi lorsqu'on cherche à traiter des données ou des séries temporelles, des données où on a besoin de garder une trace ou qui ont un caractère séquentiel. Donc, d'où le concept de mémoire qui est utilisé, exploité dans les RNN. Je vais peut-être vers la fin parler aussi de nouvelles utilisations des RNN, notamment carrément pour l'architecture du réseau de neurones. Donc, dans un des webinaires passés, j'avais dit que on commence depuis quelques années déjà à considérer le réseau de neurones comme une propagation de l'information à travers les couches. Et cette propagation de l'information à travers les couches, on peut aussi la considérer comme étant une séquence d'accord, c'est une séquence de couches et on peut utiliser le RNN pour donc analyser cette propagation. Mais ça, donc on commence déjà par introduire les RNN et puis on pourra voir les applications. Donc, spécialement pour le langage, mais aussi pour autre chose que le langage, on utilise le contexte. On peut utiliser le contexte dans les GNN, donc les Graph Neural Networks, pour mettre à jour, pour encoder l'information dans un nœud en s'appuyant sur le contexte, c'est-à-dire sur les nœuds voisinant ce nœud, donc en liaison directe en particulier. Donc, de la même manière, dans les modèles de langue, souvent, surtout avec Word2Vec par exemple, le Word Embedding, on cherche à représenter les mots donc à partir d'un corpus
en analysant le contexte de ces mots. Et puis, et bien sûr, un ensemble de régularités linguistiques et de structures latentes vont s'exprimer aussi à travers cette représentation des mots. Et ça nous donne, d'ailleurs, on l'a déjà vu avec Word2Vec, ça nous donne une représentation vectorielle des mots qui tient compte en gros, de la probabilité qu'un mot se retrouve dans un contexte donné, donc qu'il soit entouré par d'autres mots. Et ça, donc ça capture, ça retient d'une certaine manière un peu une mémoire de la position des mots. Mais les RNN, qui d'ailleurs peuvent exploiter, donc là c'est un petit peu, on voit comment on peut calculer la probabilité d'un mot à partir d'un mot précédent, qui est utilisé dans les modèles de langue, dans les n-grammes en particulier. Donc ici, on peut, en particulier, on peut prédire le mot suivant, ou bien donc calculer la probabilité qu'un mot W3 se trouve à la suite des mots W1 et W2. Mais avec les RNN, on va aller beaucoup plus loin. D'accord. Donc ici, c'est une application de cette prédiction. Donc si sur Google, vous écrivez Marrakech est la capitale, donc Marrakech est là, vous aurez capitale. Donc sur Google, Marrakech est la capitale touristique vous aurez Maroc à la suite de. Donc ça, c'est dans les modèles de langue. Maintenant, nous allons voir comment les réseaux de neurones traitent ces phénomènes de séquence de mots et donc de prédire en général le mot suivant. Donc, un réseau récurrent parcourt successivement les entrées x1 à xt, t étant la longueur de la séquence. À l'instant t, la tème cellule combine l'entrée, donc vous le voyez ici. Donc, ça veut dire qu'on va répéter, on va répéter des opérations qui consistent dans une séquence ou alors à travers des itérations. À l'instant t, on va concaténer xt et ht-1. ht-1, c'est quoi? C'est une représentation du mot. Donc, je vais revenir à ça ça va devenir plus clair après. Et puis, il va concaténer ces deux mots et puis il va les faire passer par un traitement linéaire, par un opérateur linéaire. Et puis, il va leur appliquer une tangente hyperbolique, d'accord, composante par composante, pour obtenir ht. Donc, nous avons des mots. Je vais montrer, on va voir ça ici, après je reviens. Donc, nous avons une séquence de mots. Donc, on va prendre x0 et on va initialiser h0 aléatoirement. Et on va combiner donc ce h0 avec x0 pour obtenir une sortie z0. Par exemple, si j'ai une phrase et je veux la traduire en anglais, j'entre le premier mot et j'aimerais avoir la traduction du premier mot. Et puis, j'entre le deuxième mot et j'aimerais avoir la traduction du deuxième mot qui va dépendre à la fois du mot du deuxième mot, mais aussi du mot précédent. Donc, on va revenir à ça après. Donc les réseaux de neurones, excusez-moi, donc voilà, les réseaux de neurones, ils vont prendre l'état précédent, l'état caché précédent, qui est un vecteur, la taille est un hyperparamètre qu'on va fixer, et puis le mot présent dans une phrase, par exemple une phrase à traduire, ou bien une phrase dont je veux détecter
ou bien obtenir quel sentiment elle exprime, ou bien une phrase que je veux résumer, etc. Donc, dans le traitement du langage naturel, mais pas seulement, comme j'avais dit, dans toute série temporelle, on peut utiliser l'RNN. Donc, on va concaténer l'état, qui est une représentation cachée des mots, avec le mot en cours, le mot à l'instant T. HT-1 est obtenu, bien sûr, en analysant tous les mots précédents de la séquence. Et voilà, on fait un opérateur linéaire, donc on obtient, c'est juste une concaténation, puis on multiplie par une matrice. Et puis on applique tangente hyperbolique, une non-linéarité, et nous avons l'état caché, le nouvel état caché qui est H indice T. C'est ça un réseau de neurones récurrent. Donc xt, vecteur à l'instant t, qui est entrée, et ht, ça va être tangente hyperbolique de w hht-1 plus wxh xt. On peut représenter ça différemment, donc nous allons aussi le voir, et ça nous permet donc d'obtenir, donc h indice t, ça va être le nouvel état caché. À partir d'ici, on peut obtenir zt qui sera la sortie à l'instant t, le mot donc la sortie à l'instant t, le vecteur de sortie à l'instant t. Donc, et on passe à l'instant t, donc t plus 1. Donc, cette flèche montre qu'on va refaire ça donc, la fois suivante, et ainsi de suite. Voilà. Donc, une autre manière de représenter les réseaux récurrents, c'est cette représentation xt, ht-1, concaténation, et puis j'applique tangente hyperbolique et j'ai le ht. Donc ht, c'est tangente hyperbolique de wh. Donc au lieu d'écrire whh et wxh, on peut écrire wh appliqué au vecteur concaténé ht-1 xt. Et ça nous donne ht. Donc voilà. Donc voilà, donc un réseau récurrent parcourt successivement les entrées x1 à xt majuscule. Ça veut dire que nous avons une phrase, par exemple, un réseau récurrent parcourt. Je prends cette phrase et je veux la traduire. Donc à l'instant 0, je vais entrer 1, et puis je vais entrer réseau, et puis x. Ça c'est x0, ça c'est x1, x2, et ainsi de suite, jusqu'à toute la phrase. Donc voilà, cette ligne qui entoure la couche cachée du réseau de neurones s'appelle la boucle temporelle parce qu'il nous permet de passer de t égale à 0, t égale à 1, t égale à 2 jusqu'à la fin de la séquence. Donc, dans un réseau de neurones récurrents, l'expression ht égale à tangente hyperbolique wh ht-1 plus wxh xt. À noter bien sûr que whh et wxh constituent les paramètres du réseau. Donc parfois il est remplacé par ht, donc je l'ai déjà montré avant, f indice w de ht-1 xt qui est égal à tangente hyperbolique de wh concat ht-1 xt. Donc, ou encore ht égale à tangente hyperbolique wh et on met entre crochets ht-1 et xt. Donc, ce sont des notations qui veulent dire la même chose. Pour t égale à 0, bien sûr, je l'avais dit, on initialise h0. Donc, h0, on peut l'initialiser aléatoirement si on n'a pas d'information préalable. zt, que l'on obtient ici, zt, la sortie, à chaque fois la sortie, softmax de whz h indice t, whz aussi est un paramètre qui va être appris au cours de la phase d'apprentissage. Donc, zt est une distribution de probabilité sur le vocabulaire. Donc, la taille de zt est tout le vocabulaire utilisé. Et donc, voilà.
que ce soit WHH, WXH ou WHZ, ce sont des paramètres qui vont rester, mais pour tout le réseau, ils vont rester les mêmes, ils ne vont pas changer. En quelque sorte, ce sont des paramètres partagés par tout le réseau. Donc, j'avais déjà montré cette présentation du réseau récurrent, déroulée, pour mieux saisir un peu ce qui se passe. Donc, on entre un premier élément de la séquence. H0 est initialisé aléatoirement. On utilise les opérations que j'avais montrées avant et on a une sortie Z0. Après, on entre X1, par exemple le mot suivant. On va utiliser H0 maintenant, puisqu'on a H0 qui est obtenu, H1, excusez-moi. Donc là, bien sûr, en général, on n'utilise pas, on commence par X1. D'accord, c'est dans ce que j'ai fait ici. Mais je suis en train de voir, est-ce qu'on commence par X1 ou H0? Si X0 est le premier mot, ce qui va être initialisé aléatoirement, c'est le H-1, disons. Et puis, on obtient le H0 qu'on transmet à t égale à 1, et puis ainsi de suite. Ou alors, on commence par t égale à 1, et vous oubliez ça, cette partie, et vous considérez que H0, vous avez seulement H0, vous n'avez pas le X0 et le Z0, vous avez seulement H0 qui est initialisé aléatoirement, et qui va être injecté comme entrée premier élément, et puis avec X1, et ainsi de suite. Voilà, donc tout le réseau, on peut le représenter comme ça. Nous avons un ht-1 et xt-1 à l'instant t-1, opération linéaire, tangente hyperbolique, ça nous donne ht. Je fais entrer le xt, le deuxième mot. Quand je dis je fais entrer le deuxième mot, c'est un vecteur qui représente le deuxième mot. Le vecteur, comment on l'obtient? Soit c'est à partir d'un word embedding, word2vex, skipgram, etc. Ou alors one hot encoding, c'est-à-dire 1000, selon la position du mot dans le vocabulaire. Donc, et ainsi de suite. Donc, voilà, on continue. Ici, je n'ai pas montré la sortie Z, mais c'est facile. Donc, quand vous avez le HT, vous pouvez obtenir Z. Z, c'est la sortie Z1, Z2 jusqu'à ZT. Donc, une des applications des réseaux récurrents est ici, le système peut prédire le mot qui va venir après. Comme avec Google tout à l'heure, quand j'avais écrit Marrakech et là, il m'a dit capitale. Donc, ici, je dois entrer Marrakech et le système, le réseau doit proposer et. Et puis, le et est retourné ici comme entrée si moi j'écris et, c'est-à-dire je valide, je choisis et, lui il va proposer là éventuellement ou un autre mot. Mais normalement, supposons que je veux qu'il propose ça, donc il va passer par une phase d'apprentissage et puis ça va proposer de lui-même ces mots. Donc là, c'est une utilisation des réseaux de neurones récurrents. Mais une autre utilisation de réseaux de neurones récurrents, c'est le fait de traduire. Quand il s'agit de traduire une phrase, en général, le réseau va prendre toute la phrase et après, il commence à traduire. Il ne va pas traduire mot à mot parce que ça ne se fait pas. Donc, il prend toute la phrase et puis il traduit. Il traduit une phrase et non souvent, quand il s'agit de traduire un texte,
il va le traduire. Il va traduire tout le contenu, toute la phrase, pour tenir compte de l'alignement des mots, etc., de l'ordre des mots. Et nous allons voir ça après. Donc, voilà. Ici, donc, voilà, je n'ai pas lu ça. Donc, voilà, là, il va donc générer la phrase à partir d'un mot. Donc, j'écris Marrakech, il génère et puis la capitale du Maroc. Donc, il va générer le. Ici, un réseau de neurones récurrents peut aussi être utilisé pour la traduction automatique. Marrakech, ville fantastique. D'accord ? Il va prendre toute la phrase et après, il va Marrakech, Fantastic City. D'ailleurs, vous voyez, Fantastic City, ce n'est pas ville fantastique. Donc, il a compris qu'en anglais, il doit donc inverser l'ordre des mots. Voilà. Bien sûr, tout est vecteur ici, tout est vecteur. Moi, je saisis les mots, mais ils vont être convertis des vecteurs et voilà. Comme j'avais dit, c'est du one-hot encoding ou bien du word embedding. La fonction de perte qui va nous permettre d'entraîner le réseau de neurones récurrents, surtout dans un problème de classification, à chaque instant T, nous avons, donc vous vous rappelez, j'avais dit que parfois on commence par X1, donc vous voyez ici, j'ai commencé par X1. Donc dans un problème par exemple, de classification, à chaque instant T, le réseau reçoit une entrée XT et retourne une sortie Z indice T. YT, la sortie souhaitée. D'accord? Donc, parce que c'est un problème de classification, donc nous avons Z, nous avons YT, qui est la sortie souhaitée. Et θ, c'est le vecteur qui contient tous les paramètres. θ, il contient tous les paramètres. Donc, θ, c'est quoi? C'est WHZ, WXH, WHH, et puis pour Z, WZ, voilà, HZ, voilà les trois matrices. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher? On va entraîner le réseau, donc on va ajuster les paramètres θ de façon à ce que WHH, WXH et WHZ permettent de minimiser la log vraisemblance négative, c'est-à-dire la probabilité. Qu'est-ce qu'on cherche à avoir? Nous avons, on fait entrer des X, X1, X2 jusqu'à XT majuscule, et on a la sortie Z1, Z2, là c'est Z2, petite erreur, Z2, ZT-1, ZT jusqu'à ZT majuscule. Donc, nous avons des entrées. On suppose que nous, on est dans cette situation. Nous avons chaque entrée, pour chaque entrée correspond une sortie. Chaque entrée, nous avons une sortie. D'accord? Nous ne sommes pas dans cette situation où je dois entrer une phrase pour avoir la phrase en sortie, l'autre phrase en sortie. D'accord? Donc, mais c'est juste pour illustrer, on va considérer le premier cas. Sachant que dans cette situation, la longueur peut ne pas être la même, d'accord, des phrases, etc. Donc, on va peut-être revenir à cet aspect. Donc, ici, nous avons, là aussi, c'est 2. Donc, nous avons les sorties attendues qui sont Y1, Y2 dans la phase d'entraînement. Donc, nous connaissons un peu les sorties. YT. Le réseau va nous sortir Z indice T à partir de X indice T. Et la log vraisemblance négative
qui va être la somme des erreurs. On va considérer que nous avons une erreur pour Z1, parce qu'on s'attend à Y1, une erreur pour Z2, puisqu'on s'attend à Y2, etc. Et on va considérer L1, qui est l'erreur sur Z1, sur la première sortie, et puis excusez-moi, c'était 2, L2, etc. Et donc, c'est sigma, t égale à 1 jusqu'à t, L indice t de θ, qui est égal à sigma, t égale à 1 jusqu'à t majuscule. Excusez-moi, ici, on doit mettre un signe moins. Donc, log de P, on doit minimiser ça. C'est quoi ça? C'est donc la probabilité d'obtenir YT, sachant qu'on a XT. Cette probabilité, on doit la maximiser, ou bien maximiser la log, parce que sinon, je dois faire le produit des probabilités. Je suppose qu'ils sont indépendantes. Donc, je fais le log. Donc, on a transformé le produit en une somme, mais c'est un peu intuitif. Normalement, je dois maximiser la probabilité d'obtenir Y1 étant donné X1. D'accord? C'est ça ce que je dois maximiser. Je dois maximiser la probabilité d'obtenir YT étant donné XT. Et je fais la somme pour t égale à 1 jusqu'à t majuscule. Donc c'est ça ce qu'il faudrait minimiser moins, maximiser ou minimiser moins. Donc, je fais moins. Bien sûr, on peut obtenir ça en passant par l'entropie, etc. Parce que log de moins, c'est finalement log de 1 sur la probabilité, et on peut détailler les. Justement, on va un petit peu détailler pour chaque Z. Donc, pour illustrer ces concepts, on va se mettre dans la situation où Z1, puisqu'on avait dit Z1, c'est une softmax, dans le cas de mot à mot, d'accord, une sortie. Donc, c'est softmax, donc c'est une probabilité, et j'avais dit que c'est une probabilité sur les mots du vocabulaire. Donc, je vais avoir un vecteur qui contient des probabilités pour chaque mot du vocabulaire. Donc, LT, l'erreur à l'instant T, c'est quoi? C'est tout simplement moins sigma égale à 1 jusqu'à V, c'est-à-dire tout le vocabulaire de YTK, log de Z indice TK. YTK, c'est aussi donc la distribution attendue. Et ZTK, c'est la distribution obtenue. Voilà, donc, et je fais la somme. Donc, ça, c'est L sur tout le vocabulaire. Ça, c'est L indice T de θ, à l'instant T. Et bien sûr, je fais la somme, je reviens à ça, je fais la somme pour obtenir pour l'ensemble des mots. Donc, je dois dériver parce que je veux ajuster les paramètres. Je dérive par rapport à θ. Donc, on avait dit que Lθ, c'est sigma des L de chaque LT, θ. Donc, des erreurs. L'erreur globale, c'est l'erreur ici, 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 ici. Voilà, vous voyez ici, donc, l'erreur globale, c'est la somme de toutes les erreurs. Ils vont contribuer, on suppose qu'ils contribuent de manière égale. Donc, on prend juste la somme. Donc, quand je dérive, c'est la dérivée, le gradient. Donc, c'est la somme des dérivés, ou bien des gradients, LT, θ sur dθ. Et nous voyons ici que cette dérivée, je peux aussi, en utilisant la règle de la chaîne, donc
dl θ sur dht, dht sur d θ. Et puis, je place encore dl θ sur dz et dz sur dht sur d θ. Donc, je ne vais pas trop m'attarder, mais je passe rapidement les. Donc, donc, je rappelle la formule. Avec ZT, c'est la softmax. Et donc l'apprentissage se fait par rétropropagation du gradient de la fonction de perte sur une séquence ou sur un ensemble de séquences, si la taille du batch est plus grande que 1, parce qu'on peut prendre plusieurs séquences à la fois. Et nous voyons que D, donc voilà, la dérivée, elle est égale, donc je l'ai déjà dit, mais on va s'attarder sur DH T sur D θ. Donc, dHT sur dθ. HT, il est où? Il est là. D'accord. Sur dθ, c'est quoi? C'est dHT sur dHt-1, dHt-1 sur dHt-2, etc. jusqu'à dH3 sur dH2. Donc, si je prends ce H, celui-là, même celui-là, excusez-moi, je prends celui-là. Donc, dHt sur dθ. Dθ, c'est cette matrice ou celle-là, puisque on utilise la même matrice de poids. Donc, dHt, donc j'utilise, puisqu'il est obtenu, il dépend de ht-1, de h2, etc. jusqu'à h1. Donc, nous avons cette expression et nous allons voir que on peut faire donc on peut calculer ce gradient analytiquement, puisque nous avons de la correspondance, ou bien le passage de ht, de ht-1 à ht. Donc, vous voyez ici, on schématise donc la dérivée de lt sur dht. Il utilise dht sur dht-1, qui lui utilise dht-1 sur dht-2, qui, etc., jusqu'à dh2 sur dh1. Donc, c'est un produit. Et nous allons voir que ce produit, nous allons voir l'expression, elle dépend de WHH. D'accord, donc, voilà, donc ici, on a l'expression qui nous permet d'obtenir HT en fonction de HT-1. Donc, quand je dérive, comme j'avais dit, ça dépend de WH. Donc, DHT sur DHT-1, regardez ici, est égal à DHT sur D phi indice T. Phi indice T, c'est ça. D phi indice T sur DHT-1. Toujours la règle de la chaîne. Et ça, c'est quoi? C'est tout simplement la matrice diagonale, donc vous pouvez développer, et on trouve que c'est la matrice diagonale qui contient la dérivée de tangente hyperbolique de phi indice, donc la phi indice t, appliquée à phi indice t, fois WHH. D'accord. Et cette dérivée, puisque tangente hyperbolique, la dérivée de tangente hyperbolique est inférieure ou égale à 0,25, un quart, et nous allons avoir un produit, donc je reviens ici, nous avons ce produit. À chaque fois, nous allons trouver dans ce produit la dérivée de tangente hyperbolique. À chaque fois, on va trouver la dérivée de tangente hyperbolique. D'accord? Donc, le produit, la norme de ce produit est inférieure ou égale à, donc, à alpha, d'accord? Parce que tangente hyperbolique est en même temps, voilà, comme j'avais dit, il est borné par 0,25, fois la norme de WHH, le tout à la puissance T. Et qu'est-ce que ça montre? Ça montre que si T est grand,
nous aurons ce produit qui va être petit, parce que alpha, c'est 0,25. Et T, c'est quoi? Qu'est-ce qui va faire que T risque d'être grand? C'est la longueur de la séquence. D'accord? Ici, T est petit, ici, T est petit, excusez-moi. Ici, T est petit, mais si j'ai une phrase où j'ai, par exemple, comme celle-là, est bornée pour alpha, etc., si j'ai une phrase assez longue, lorsque T est égal à 10, ou T est égal à 7, ou T est égal à 8, ou 11 ou 12, alors 0,25 à la puissance 12, ça devient petit. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit ce qu'on appelle le vanishing gradient du RNN. C'est-à-dire qu'on ne va pas apprendre de l'erreur qui va être donc de l'erreur faite sur le ZT si T est grand. Donc la mémoire du RNN, du réseau RNN, s'affaiblit lorsque la séquence est longue. Voilà, donc c'est ce qu'on montre ici. Donc la dérivée, donc je dis dérivée toujours, donc le gradient il est égal à ça, et nous avons ce produit, et ce produit, il a une norme que vous voyez ici. Si alpha WHH, parce que ça dépend aussi de WHH, mais en général, la norme de WHH est petite. Donc, quand je multiplie par alpha, ça devient plus petit que 1. Donc, alors, il y a disparition du gradient, vanishing gradient, le plus souvent, mais dans certains cas, on peut aussi avoir WHH plus grand que 1. Fois alpha plus grand que 1. C'est-à-dire la norme de WHH peut être grande. Et dans ce cas, ce qui se produit, c'est l'explosion du gradient et non pas le vanishing gradient. Mais de toute manière, les RNN ne donnent pas une bonne solution. Vous voyez ici, si j'écris Marrakech est la capitale touristique du Maroc avec ses bâtiments généralement de couleur, la couleur rouge, ça vient du fait que je parle de Marrakech. Le réseau ne va pas comprendre parce qu'il a perdu un peu la mémoire du mot Marrakech parce qu'il est loin de… Donc, il va trouver beaucoup de difficultés à prédire le mot rouge. Pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait? Soit on coupe la phrase donc en plusieurs parties, donc on calcule donc la rétropropagation, mais sur différentes parties, soit, donc pour aller vite, on utilise des réseaux LSTM. Donc LSTM. LSTM, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc les réseaux LSTM, c'est une couche assez complexe quand on voit ça la première fois, mais bien sûr après, on comprend que ce n'est pas très compliqué. Nous avons donc les réseaux LSTM, Long Short Term Memory, ou mémoire à long terme et à court terme, sont un type spécial de RNN. Donc, ce sont des réseaux récurrents, mais qu'on va un petit peu adapter pour qu'ils prennent en compte des mots qui sont loin ou bien des séquences longues. Elle a été introduite par Horkheimer et Schmidhuber en 97, donc c'est ancien, c'est très ancien, et ont été par la suite, bien sûr, affinés, améliorés, et puis aussi utilisés à d'autres choses que le langage. Donc, on peut trouver LSTM, GNN dans les réseaux récurrents ou dans d'autres séries temporelles. Donc, ça présente un peu les LSTM. Donc, ce qui est vraiment innovant dans les LSTM, c'est que nous allons utiliser une sorte de mémoire pour préserver la mémoire des mots passés de la séquence, et on ne les fait pas passer par la tangente hyperbolique. Ce que vous vous rappelez, c'est le fait que le HT-1 ici, le HT-1 passe par la tangente hyperbolique. Voilà. Nous avons HT, c'est quoi? C'est tangente hyperbolique de quoi?
de WHH-HT-1 plus WXH-XT. Et la mémoire, elle est représentée par quoi? Elle est représentée par ce HT-1. HT-1, ça vient de... Donc, vous voyez ici, je calcule H2 et je fais passer le H2. Je calcule H1 et je fais passer le H1 dans le calcul un peu de Z2 et de H2 aussi. Donc, je calcule H2 et je l'utilise pour calculer Z2. Donc, or, la tangente hyperbolique, c'est une fonction contractante. Donc, elle fait oublier un peu la contribution de HT-1, surtout quand il y a on s'est appliqué plusieurs fois, tangente hyperbolique, et puis on l'applique une deuxième fois, une troisième fois, etc. Voilà, donc ici, on va faire passer CT-1, donc, qui contient la trace des mots passés directement vers la sortie, avec juste un petit, on va quand même la multiplier par un coefficient, quelque chose qu'on obtient ici, et puis on va lui ajouter aussi la contribution parce que la mémoire, ça s'enrichit au fur et à mesure de la séquence, la mémoire s'enrichit. Quand je dis les réseaux, c'est bien les, donc je comprends que les est pluriel, donc réseau, je ne dis pas réseau sans X, mais réseau. Mais les réseaux LSTM, oui, donc je sais que je parle de réseau LSTM maintenant, pas de réseau RNN standard traditionnel. Sont, oui, sont, le verbe être, mais au pluriel, parce que j'ai les réseaux, un type, oui, spécial de RNN. D'accord, donc la mémoire s'enrichit avec la contribution des mots qui viennent après. Et donc, comment on comprend tout ça? À quoi ça vient d'où tout ça? Donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, pour un RNN standard, nous avons ça. Donc, j'ai bien sûr le graphique il fait aussi complique les choses, mais tout d'abord, on a le RNN standard, c'est ça. Qu'est-ce qu'il fait le RNN standard? Dans une cellule du RNN standard, on a le XT et nous avons le HT-1, on leur applique la tangente hyperbolique et nous avons HT qui sort. D'accord, donc, et nous avons donc je vais aller vite parce qu'il est 17 heures. Donc nous avons la tangente hyperbolique et nous avons donc une sortie HT. Le problème ici, c'est qu'on souhaite que le HT, le HT-1, ne passe pas par tangente hyperbolique. Ou alors, on la duplique. On crée autre chose. Voilà, donc on va donc dupliquer, comme j'ai dit, je vais aller un petit peu vite. Voilà, je vais, pour commencer, les LSTM, pour commencer un peu les LSTM, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer par créer une nouvelle variable. Cette nouvelle variable, elle va passer directement, elle va sortir. Mais je vais l'utiliser pour, voilà, je vais regarder ce que j'ai fait ici. Donc, nous avons CT qui est égal à quoi? À CT-1 plus tangente hyperbolique de WHH-HT-1 plus WXH-XT. Ça, c'est tout simplement le RNN. Mais je vais ajouter à CT, je vais utiliser, donc, si au début, à l'instant 0, je peux considérer que CT-1 est égal à 0. Et j'ai HT qui est égal à tangente hyperbolique de CT. D'accord? Donc, tangente hyperbolique de CT. Mais la CT qui va sortir ici, elle est égale à quoi? Donc, la CT qui sort ici, elle est égale à tangente hyperbolique de
xt plus, donc, donc j'injecte ici le ht-1. ht-1. D'accord. Non, excusez-moi, le ht. Le ht, je le mets ici. Mais on n'a pas terminé. Là, c'est juste, je suis en train un peu d'expliquer ce qu'on souhaite faire. Donc, cette fois, on est assuré que ht est calculé à l'instant t, tient compte de tous les états cachés précédents. Donc, ce que j'ai fait ici, j'ai xt, qui est l'entrée à l'instant t, et puis ht-1 qui est l'état caché de donc l'étape précédente. Je les concatène, je leur applique tangente hyperbolique, je les ajoute à 7t-1. Et je fais sortir, et j'obtiens 7t. Donc 7t-1, c'est quoi? C'est tangente hyperbolique de la concatène, bien sûr avec une opération linéaire ici, W, donc vous vous rappelez, W, c'est ça, WHH, et puis WXH. Ce n'est pas seulement tangente hyperbolique. Quand je fais ça, c'est un opérateur linéaire. Et je leur applique tangente hyperbolique, et ça me donne 7t. Et puis, j'applique tangente hyperbolique une deuxième fois à 7t pour obtenir ht. D'accord? Donc, l'inconvénient, c'est que le passé, ici, il persiste. D'accord? Supposons qu'en général, quand on a une phrase très longue, la mise à jour des variables se fera alors selon les, je n'ai pas besoin de la, donc je dois avoir la possibilité d'effacer la mémoire si je n'ai pas besoin. D'accord? La mémoire, je dois avoir ici quelque chose qui, si je n'ai pas besoin, si un mot, par exemple, le mot les, n'a pas d'impact sur le mot terme. Quand on a terme, en général, c'est le long terme, ou bien les termes d'un contrat, ou bien à terme, etc. Mais quand on a long, on a beaucoup plus de chances de trouver terme. Le mot terme ne dépend pas de les devant LSTM. Parfois, ça dépend. Dans l'exemple que j'avais donné, Marrakech, etc., est considéré par tout le monde comme la capitale. C'est Marrakech qui est contenu, qui est considéré comme la capitale. Donc, je dois donner la possibilité au réseau de neurones d'apprendre ou de ne pas apprendre, de garder ou ne pas garder la mémoire. Donc, je dois mettre ici quelque chose, un nombre qui est compris entre 0 et 1 et qui est calculé donc d'une manière automatique par l'apprentissage et qui va prendre 0 si le mot est à oublier, égal à 1 si le mot est à préserver. Mais en général, pas égal à 1, mais 0,99 ou bien 0,75 si le mot est souvent préférable de le garder, etc. Donc, je vais aller très, très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ht-1 et xt, on les concatène après leur avoir appliqué donc un opérateur linéaire, donc une transformation linéaire, on les concatène et on leur applique sigma. D'accord? Et ça va nous donner un nombre entre 0 et 1. Et je multiplie cet t-1 par ce sigma. D'accord? Et comme ça, par apprentissage, quand le réseau va trouver qu'un mot ne dépend pas d'un mot ancien, il va faire en sorte que le sigma soit proche de 0. Voilà, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose que nous souhaitons, donc voilà, donc ça c'est un peu, je donne un exemple ici, comment c'était avec la forget gate, ça s'appelle la forget gate. On va ajouter un petit réseau, mais sigmoïde avec sigma, qui va permettre d'oublier ou de se rappeler s'il est égal à 1. Mais sigma en général, donc ça permet d'oublier. Parce que si je ne mets pas sigma, je me rappelle. Donc
Donc, sigma permet d'oublier. Sigma, c'est ce ft. Donc, ce ft qu'on va calculer et qui va donc permettre d'oublier certains. Par exemple, ici, le deuxième va être oublié parce que moins 0,4 fois 0,01. Donc, le produit qui est là, c'est composante par composante. Bon. Donc, voilà, sigma, elle permet d'oublier et je fais le produit composante par composante. Et sigma, comment je l'obtiens? Comment j'obtiens ce grand réseau sigma, voilà, c'est que je concatène, je multiplie par WHF, WXF, qui sont de nouveaux paramètres, et puis j'applique sigma, donc la fonction sigma, composante par composante, et puis le résultat, ça va être le FT. Donc ici, sigma, ce sigma, c'est composante par composante. C'est pour ça que je l'ai mis dans une ellipsoïde. Par contre, une ellipse. Ici, dans un carré, veut dire tout le réseau sigmoïde. C'est-à-dire qu'il y a qui applique la fonction sigma après avoir fait une opération linéaire. Voilà, donc ça permet d'oublier. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la forget gate. La forget gate. Donc la forget gate, ou bien la cellule d'oubli. Donc, on la réalise quand même. Après, une autre porte est ajoutée pour pondérer la mise à jour additive de l'état de la cellule CT. Ici, je reviens pour expliquer, on a ça. On a dit, voilà, on va oublier. Mais même ici, pourquoi je fais la somme? Je prends HT moins 1 et XT, je linéaire ici, et puis je leur applique la tangente hyperbolique, c'est-à-dire je fais ça, linéaire, je leur applique la tangente hyperbolique, et je les ajoute, à CT, c'est-à-dire je les ajoute à CT. D'accord. Pourquoi ne pas ici avoir un autre vecteur qui va décider qu'est-ce qu'il va ajouter, qu'est-ce qu'il ne va pas ajouter. Par exemple, il va mettre ici 0, ici 1, parce que cette composante, je veux la garder, ici 0, d'accord. Et de la même manière, nous allons encore une fois créer un autre réseau avec une seule couche et avec sigma comme fonction d'activation, une autre porte aussi qui va décider donc voilà le sigma qu'on va aussi créer et qu'on va multiplier avec la sortie, avant de l'ajouter à la mémoire, on va décider quelles sont les composantes qui vont rester. Et si tout est égal à 0, alors on va rien ajouter, on va pas contribuer à la mémoire. Le mot suivant ne va pas contribuer à la mémoire. Voilà. Et après, bien sûr, il y a aussi une autre qu'on va ajouter, mais là, c'est quand on fait tout le calcul, quand je calcule tangente hyperbolique, je multiplie encore une fois par une nouvelle porte, sigma, d'accord, qui va décider de ce que je vais retenir de la tangente hyperbolique à la sortie, à la fin. Donc, de la même manière, une porte de sortie, donc c'est une porte de sortie, à la fin, quand je calcule tangente hyperbolique, je décide encore une fois quelles sont les composantes à mettre dans HT final et ce que je ne vais pas mettre. Donc, on a décidé de ce qu'on va garder de CT-1 avec le premier réseau, sigma. Ça, c'est un réseau. Il y a, d'accord, donc il y a tout d'abord linéaire, donc opération linéaire, et puis j'applique sigma et j'obtiens FT. La même chose ici pour les termes à ajouter à la mémoire, il y a donc l'opération linéaire et puis sigma et ça me donne IT. Donc je multiplie par IT avant d'ajouter à CT-1. Et puis maintenant, la sortie elle-même, je crée aussi un réseau avec une fonction de sortie sigmoïde qui va décider aussi de ce qui va rester et de ce qui ne va pas rester
dans HT, dans la sortie HT. D'accord? Parce que après, je sors le HT. Je le sors ici et je le sors ici. Ici, ça va contribuer à obtenir ZT. Et ici, ça va aider à aller vers le réseau suivant, vers la cellule suivante, en même temps que CT. Vous voyez ici, HT-1 et CT-1. De la même manière, HT et CT, HT vont aller dans la couche suivante. Donc, ça va décider de ce qui va être retenu et de ce qui va être non retenu dans le HT que j'obtiens. D'accord? Donc, je calcule tangente hyperbolique de CT, mais je le multiplie par… Bien sûr, il suffit de voir ça 2, 3 fois et on comprend. Donc, ça, c'est une synthèse du réseau LSTM. Il y a la forget gate, FT, donc c'est sigma, donc on a déjà… Donc, qui permet d'oublier tout. Donc, on l'appelle d'ailleurs… donc, si sigma égale à 0, donc on va tout oublier. On va effacer… on va donc effacer tout le contenu de 7t-1, parce que ici, regardez, nous avons ft 7t-1. On va tout trace de la mémoire. Il y a la IT, input gate, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va insérer dans la mémoire, pas seulement dans la mémoire, puisqu'il vient ici, donc ça va être inséré dans la mémoire, mais ça va aussi contribuer à HT, un nouvel état caché. Et puis, voilà, excusez-moi, oui, bien sûr, ça va s'ajouter. Et puis, le output gate, une fois que j'ai obtenu CT, je la fais passer par tangente hyperbolique et je la multiplie par output gate, donc, pour décider de HT. D'accord. Mais on préserve CT puisqu'on n'a pas multiplié ça par… d'accord. Voilà, donc voilà, c'est en gros… c'est un ensemble d'astuces, finalement, mais justifiées, qui permettent en gros, de séparer l'état caché de CT qui est une sorte de mémoire qui s'appelle l'état de la cellule, d'accord, état de la cellule, qui est beaucoup plus stable en parcourant tout le réseau LSTM. Voilà, donc le réseau, finalement, voilà comment il est. Et on a montré souvent, on montre sur plusieurs exemples, que les réseaux LSTM permettent de préserver la mémoire des séquences, même les mots les plus lointains. Ce n'est pas gagné parce que on montre aussi que si la phrase est trop longue, les LSTM sont quand même limités. C'est mieux que les RNN traditionnels, mais ce n'est pas suffisant et on va peut-être voir une autre fois, voilà, comment on peut utiliser, surtout dans un exemple de traduction, on peut utiliser les mécanismes d'attention. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions pendant 10 minutes, je peux répondre.